la publication d'un inédit de Jean-Michel Reynard intitulé Sans sujet, aux éditions Ligne, dirigé par Michel Surya, avec nous ce soir. Michel Surya est un éditeur qui a de la suite dans les idées, puisqu'il avait déjà fait paraître en 2005 L'eau des fleurs, maître livre de ce poète, mort en 2003, à 50 ans, après avoir publié une dizaine de livres, des poèmes, des proses et des essais qu'on n'a pas fini de découvrir. Et de plus en plus, la force de sa poésie est reconnue aujourd'hui. C'est une poésie, Michel Surya, que vous avez rencontrée, vous, assez tardivement, quand vous avez publié aux éditions Ligne L'eau des fleurs, un livre posthume, qui est son grand livre, je crois, avec une préface de Jacques Dupin. Pour vous, c'est ce livre-là qui a été la révélation? Ah, c'est la découverte. C'est plus que la révélation, c'est à la fois une découverte et une révélation. Mais la vérité oblige à dire que je n'avais effectivement jamais lu aucun livre de Jean-Michel Reynard auparavant. Peut-être parce que je ne suis pas un poète, peut-être parce que je ne lis pas, ou je ne lisais pas à ce moment-là autant de poésie que je l'aurais dû. J'en ai beaucoup lu, longtemps, et puis j'avais cessé d'en lire aussi pendant assez longtemps. Et c'est vrai à ma grande honte, que je n'avais jamais ni entendu le nom, ni encore moins lu de Jean-Michel Reynard. Il se trouve que ce sont Emmanuel Logier et Jacques Dupin qui m'ont proposé ce livre qu'aucun autre éditeur, semble-t-il, ne voulait. Et que, oui, l'effet de découverte, au moins, de révélation à l'évidence, on en reparlera, mais on peut peut-être déjà dire que c'est un livre qui dénote dans sa propre œuvre, mais c'est au moins un livre qui dénote dans la production poétique en général. Alors vous poursuivez la publication de cette œuvre, qui reste, c'est vrai, en partie à découvrir, avec un nouvel inédit, Sans sujet, c'est son titre, qui est postfacé cette fois par Emmanuel Logier. Que là, quelqu'un qui serait habitué à la lecture de la poésie pure pourrait dire on a là affaire à une poésie plus intellectualisée, plus conceptualisée, ce qui me l'a peut-être rendu tout de suite plus familière, en tout cas plus audible. Sans doute cela a-t-il accru les possibilités que je la lise, que je l'entende et la comprenne. Je ne peux pas le dire, cette œuvre est vraiment difficilement compréhensible, elle nécessite beaucoup de lecture, mais en tout cas elle ne m'a pas paru aussi éloignée que cela. Le philosophe qu'il aurait pu être et qu'il est resté aussi, ce dont je suis convaincu, dans L'eau des fleurs en tout cas, c'est évident, ne lui a pas fait franchir ce Rubicon qui sépare la littérature poétique de la littérature pensante ou philosophique. Et dans ses écrits, il y a plusieurs pôles. Cette relation que vous avez dite avec la poésie d'André Dubouchet, qui a été, je crois, la grande rencontre qu'il a pu faire. C'est Dubouchet qui l'a publié dans l'Éphémère, par exemple, dans la revue L'Éphémère, et avant de publier chez Fourby. Le premier livre, je crois qu'il publie chez Fourby, c'est L'interdit de langue, qui porte justement en sous-titre Solitude d'André Dubouchet. Donc, cette relation à cette poésie-là, et puis la relation à la peinture, très forte dans ses écrits, pas n'importe quelle peinture, celle de Talcoat, principalement, autre lien avec Dubouchet, mais aussi de Riopelle, de Bacon, de Soulages, de De Kooning, de Rothko. Il a d'ailleurs préfacé le volume qui recueille l'ensemble des textes de Jacques Dupin sur la peinture, intitulé L'espace autrement dit. Alors je citais la maîtrise sur Heidegger. Cette relation à Heidegger, est-ce qu'on en trouve la trace dans ses écrits, et en particulier dans L'eau des fleurs? Dans L'eau des fleurs, elle est très grande. La philosophie en général est très présente. Je pense à l'importance de tout ce que vous avez cité, et de la musique notamment. Dans Sans sujet, la musique qui est extrêmement présente. Sans sujet est une sorte de carnet de la toute fin de sa vie, de sa courte vie. Je suppose qu'elle correspond à des séjours aussi d'hospitalisation. Et la musique est très là. Très très présente. La peinture l'est aussi dans des livres consacrés à la peinture. Elle l'est un peu moins dans les textes dits poétiques. La philosophie
est présente dans les 2 derniers livres, L'eau des fleurs comme sans sujet, soit de façon patente, manifeste, en tant que telle, sur l'Iliade d'Heidegger, le Dasein d'Heidegger, donne lieu dans L'eau des fleurs à quelques 2-3 pages absolument homériques, assez hilarantes, mais incroyablement construites en même temps. Ce n'est pas du tout un pastiche, ce n'est pas une moquerie, c'est une véritable dérivation de la langue philosophique vers la langue poétique. Et dans son sujet, il y a la présence d'un questionnement dont le soubassement de la substruction philosophique est évident sur le réel, sur la constitution du réel, sur la consistance, comme il dit plus souvent d'ailleurs, plutôt que constitution, la consistance du sujet, la consistance du réel, du monde, qu'il a su absolument éloigner, je crois, de ce que la poésie en général se permet et dit ou fait. Bien sûr, vous aviez raison d'insister sur l'incroyable importance qu'a eu pour lui la rencontre du Boucher, et en même temps la littérature qui est celle de Reynard, et surtout, en tout cas, pour les 2 derniers livres qui sont quand même très différents. Je pense qu'il porte véritablement un pas nettement plus loin, qu'il a caché même à ses meilleurs amis, c'est ce que disait Jacques Dupin, et je crois que disait aussi André Duboucher. Il n'a pas montré L'eau des fleurs tout le temps qu'il y a travaillé. C'est quelque chose, moi je l'ai reçu comme une chose mise en page par lui, de façon, mais vous disiez qu'il était correcteur, si j'ose dire, à la virgule près. Je veux dire, il n'y avait rien à changer de possible. Eh bien, peut-être ces 2 derniers livres-là, et j'espère qu'il y en aura d'autres, sans doute, qu'il y a-t-il d'autres inédits que nous pourrons publier, ces 2 derniers livres-là marquent quand même un éloignement de la possibilité de ce lien si fort qu'il ait été par le passé avec Duboucher. L'eau des fleurs est disponible. Et ce livre, il le considérait lui-même comme une somme. C'est la somme de son œuvre. Je crois que s'il y a un livre de lui, je ne dis pas cela du tout parce que j'en suis l'éditeur, j'en suis l'éditeur de hasard. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas préparé à l'être, donc je le dis très modestement. Mais c'est certainement un livre qui restera. Si il ne marque pas quelque chose, il ne marque pas seulement une différence notable vis-à-vis de l'œuvre qui a été la sienne auparavant, dont on voit comment il y conduit, mais sans quand même franchir ce pas. Si considérable. Il faut dire pour les auditeurs qui ne s'en aviseraient pas parce qu'ils ne l'auraient pas vu, c'est un poème, si on veut, appelons ça un poème, je serais d'accord avec vous, qui doit faire quelque chose comme 350 pages, d'un caractère extraordinairement serré, extraordinairement dense. Ce ne sont pas des vers pour la plupart du temps, ce sont des proses poétiques. C'est sous-titré romance. C'est sous-titré romance par je ne sais quelle discrétion ou mélancolie, ou peut-être malice. Roman aurait pu convenir, parce que cela tient à la fois de la poésie, ça tient du roman, ça tient de l'imitation, ça tient du journal, du carnet, ça tient de toute façon de la plus grande langue qui soit. Ce qu'a ce livre peut être de si différent de ce qu'il a fait auparavant. C'est que la langue y est tout entière reconsidérée, reprise de zéro. Par un patient travail de déconstruction, reconstruction. Les mots, c'est comme un musicien qui aurait modifié non pas les sons qu'il aurait jusque-là tirés de son instrument, c'est comme un musicien qui aurait décidé de changer, non pas d'instrument, mais l'instrument qui a toujours été le sien. Quelque chose comme une analogie de cette sorte-là que je pense en ce moment. Il fait rendre aux mots quelque chose d'autre que ce qu'il leur a fait rendre jusque-là. C'est vous, Michel Surya, qui avez écrit le texte sur Jean-Michel Reynard dans ce numéro de critique, ce fameux numéro sous-titré Les Intensifs, publié en septembre dernier sur un certain état d'une certaine poésie contemporaine. Et à propos de cette poésie de Reynard, vous dites qu'il s'agit d'une poésie à la puissance 2, questionnant sans cesse la langue et sans cesse se questionnant comme langue. Ça devrait être la définition de toute littérature. Et plus ou moins tout écrivain conséquent, tout poète conséquent répond à cette double définition, cette définition réversible. Chez Reynard, c'est plus marqué. Je ne sais pas ce que là... c'est assez difficile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas connu, et en même temps ça peut-être permet plus de liberté. On peut imaginer que la proximité de la mort, ou la proximité d'une mort prématurée, l'a libéré
Il y a aussi, Jacques Dupin y insiste beaucoup, c'est un livre qui a été écrit après la mort de sa propre mère, qui a visiblement compté beaucoup pour lui. Et cette mort-là a sans doute aussi libéré des possibilités de langue tout à fait nouvelles, je veux dire, dont la nouveauté saute à nos yeux, mais dont j'imagine que la nouveauté a sauté à ses yeux aussi. Je l'imagine dans une incrédulité assez grande devant ce qu'il voyait se produire comme langue par lui-même. Alors, tout le livre est construit, et je développe pas mal cela dans ce texte, que je dois à Francis Cohen, c'est Francis Cohen qui me l'avait demandé. La distinction, la séparation qu'il établit entre lui, l'être, la parole, le mot, la langue, est constamment maintenue à un degré de très considérable d'acuité, même de violence peut-être. Peut-être toujours l'effet de lui-même se sachant mourant. Et la distinction, cette distinction est opératoire au point que on a le sentiment parfois que la langue vient dresser entre lui et le monde autre chose qui le sépare du monde et de lui-même, et qui fait de lui une sorte de ventriloque absolument inspiré. Tout est fait d'un matériau autobiographique, c'est évident. Il n'y a pas lieu d'en douter. Chaque page est instruite, construite par un matériau à l'évidence autobiographique. Mais en même temps, quelque chose que la langue produit et rend ce matériau absolument distinct de celui qui en a été l'existant. Et ça, c'est sans doute ce vers quoi nous sommes toujours tous tentés d'aller, mais on sait de quel risque cela se paie, et très souvent nous freinons des quatre fers, parce que le dédoublement est très 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 proche, la folie toute proche. Ce livre est hanté par la possibilité d'une folie considérable, ça c'est évident. Et peut-être justement parce qu'il savait qu'il était mourant, ne craignait-il plus de jouer ce jeu-là. Où nous allons, ça ne tient toujours qu'à un fil, c'est à la proximité du désastre, mais ici, dans ces livres de Jean-Michel Reynard, il y a à la fois cette proximité et cette dimension dont il faut tout de même prononcer le nom, qui est celle de la beauté. Oui, c'est l'aporie dans laquelle, de toute œuvre, c'est l'aporie de toute œuvre. C'est à la fois si peu soucieuse qu'elle soit de la beauté, si même décidée qu'elle soit, déterminée qu'elle soit à se séparer de ce cas de trompeur, d'infiniment trompeur, et d'infiniment idéaliste, la beauté, si matérielle qu'elle se veuille, si peu idéalisante qu'elle soit, la beauté est toujours ce par quoi, à la fin, la poésie est rattrapée, et ce par quoi même nous-mêmes jugeons des œuvres. Si laide veuille être une œuvre, si même basse, laide, sale, obscène qu'elle veuille être, on pourrait évoquer la mémoire de bataille ou de quelques autres, et il n'en reste pas moins que quelque chose en nous l'a fait juger comme belle. Je pense à l'article qu'avait fait Maurice Blanchot, la lecture de Madame Edwarda dans la NRF, qu'il a reprise à je ne sais plus quel livre maintenant, mais à la fois il dit ce livre est tout fait pour n'être pas beau, et pourtant c'est peut-être l'un des plus beaux livres qui soit. Alors évidemment, peut-être les grandes œuvres sont celles qui nous font changer de jugement quant à la beauté. Et Sans sujet est un livre qui est totalement éclairé par cette beauté. Oui, c'est étrangement un livre encore plus tardif, visiblement plus apaisé, oui. Et la musique, la mer. Vous disiez le mot romance tout à l'heure, et je suis frappé par ce qu'il fait intentionnellement, c'est ce qui consiste à laisser des bribes de la langue ancienne, soit qu'elle soit la sienne, soit qu'elle soit celle de la poésie en général, dans ses textes, dans son livre, si déconstruit soit-il. Et par exemple, romance, comme le dernier poème qu'il y a, qui est un vrai poème de l'Eau des Fleurs, qui est un poème dont Jacques Dupin s'étonne qu'il soit si absolument classique, si absolument formé par ce que lui-même n'avait jamais écrit jusque-là. Et je crois que c'est autant d'indices qu'il laisse de la trace du chemin qu'il a dû faire je soupçonne, je le dis quelquefois dans ce texte, je soupçonne qu'il lutte contre la possibilité qu'un récit vienne, poigne, s'amorce, apparaisse même. Mais il est fort possible que ce récit ne soit pas simplement le récit d'une histoire, ce soit simplement le récit de la langue. Et je crois que le fait qu'il laisse, comme à l'état de strate ou de sédiment, des pans entiers de l'ancienne langue, celle dont il s'est séparé, et peut-être débarrassé, c'est une des façons qu'il nous donne de cheminer avec lui, de faire avec lui le chemin qu'il a mené d'une langue à une autre.